Bonjour Théo. Bonjour. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir Théo Pezel pour un petit interview concernant les actualités de l'AHA 2022. Donc on est à Chicago Oui, et donc on participe au congrès. Et Théo a des nouveautés à nous dire. Alors, Théo, quels sont tes coups de cœur de ce très beau congrès? alors clairement, on peut commencer immédiatement à discuter probablement d'une des études les plus fortes du congrès. Alors, tenez-vous bien, sur seulement 12 patients, c'est quoi? C'est l'étude CRISPR-Cas9, qui est en fait une étude qui a été faite sur les patients avec une amylose cardiaque à transthyrétine, amylose TTR. Cette étude présentée hier en Late Breaking Science, elle est absolument saisissante. J'aimerais vous la raconter. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de CRISPR? CRISPR, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un prix Nobel de médecine d'il y a quelques années. C'est en fait une technique qui consiste à utiliser des ciseaux pour venir découper des bouts de gènes et enlever la mutation si on le fait en version simple. Ça a déjà été validé sur d'autres maladies. Et là, on s'attaque à l'amylose, à transthyrétine. Et donc, on est sur la première étude de phase 1, 12 patients uniquement avec amylose cardiaque TTR, et où on donne l'administration d'une seule injection, j'insiste là-dessus, c'est une seule injection de cette thérapie ciblée qui vient découper le gène de la mutation TTR avec comme objectif de cette étude deux choses. Un, d'évaluer la tolérance d'abord de cette nouvelle thérapie ciblée, j'y reviens, et puis d'évaluer son efficacité, alors sur 12 patients, non pas sur des événements cliniques, mais sur un critère de substitution classique dans l'amylose TTR, c'est le taux plasmatique de l'amylose pathogène, de la protéine elle-même TTR dans le sang. Les résultats sont saisissants. Après une seule perfusion de ce médicament, dès J28, on constate une réduction de plus de 90% du taux de protéines TTR plasmatique dans le sang. Et on sait que plus ce taux est bas, moins il y aura de dépôts de transthyrétine dans les organes, le cœur, les reins, les nerfs, etc. Et donc plus la maladie est stabilisée. On ne s'arrête pas là. Ce qui est super intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont répété la mesure à 3 mois et à 6 mois. Et jusqu'à 6 mois, il y a une stabilité de l'effet du médicament, je répète, une seule dose, et où en fait on a l'impression qu'on est venu taper directement la mutation à l'origine, et il n'y a pas de réaugmentation à 6 mois de la présence de la protéine TTR dans le sang. Alors, attention, on n'est que sur 12 patients, c'est à prendre avec précaution, on va attendre, et lors de la session, ils ont évoqué que les essais de phase 2 et 3 étaient déjà dans le pipeline. C'est quand même extrêmement impressionnant. Impressionnant en termes de tolérance. La tolérance était excellente, aucun événement grave. À noter simplement sur 12 patients, uniquement 2 patients qui ont présenté quelques réactions cutanées au moment de la perfusion, qui ont été réversibles et spontanément résolutives. Donc une tolérance qui semble très bonne. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'au cours de la session, c'est l'un des experts est intervenu comme ça en disant, mais finalement, 6 mois, il n'y a plus rien. Est-ce que en une seule injection de ce médicament, on pourrait imaginer guérir, entre guillemets, ou tout du moins stabiliser de l'amylose cardiaque TTR? Et l'auteur a souri et a dit on n'y est pas encore, mais on peut l'imaginer. Et on sent qu'il va se régaler dans les prochaines années avec les études qui suivent. Ça va venir. Est-ce Clairement. qu'il y a d'autres essais qui t'ont impacté et qui peut-être vont avoir de l'impact sur nos pratiques usuelles? Oui, je pense qu'il y a encore une autre étude dont on peut parler. C'est l'étude Ironman. Donc Ironman, le nom comme ça, il nous fait penser à certains héros Marvel. C'était quoi? C'était une étude qui évaluait l'effet, l'efficacité d'une supplémentation de la carence martiale par du fer IV versus un traitement standard. Jusque-là, on se dit, qu'est-ce que ça a de neuf? On est toujours chez les insuffisants cardiaques à FEVG réduit, plus exactement dans cette étude à moins de 45% d'FEVG. Mais finalement, l'objectif de cette étude était d'évaluer l'impact de la supplémentation martiale sur les critères durs, mortalité cardiovasculaire et réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Car comme vous le savez, clairement, on a des études qui montrent que la supplémentation martiale améliore sur le plan fonctionnel les patients, amélioration de la NYHA, du test de marche de 6 minutes, un peu moins d'hospitalisation.
mais on sait que sur les critères durs, on a un peu du mal à passer le cap. Ce qui d'ailleurs explique que dans certains registres européens, on sait qu'en pratique clinique quotidienne, le dépistage de la carence martiale et le traitement, on n'est pas les meilleurs en Europe et aux États-Unis pour ça. Et donc, l'objectif de cette étude, c'était d'aller chercher ce critère d'efficacité un peu plus dur. Les auteurs concluent, si vous regardez juste la conclusion, que oui, ça marche. Il y a une réduction de la mortalité cardiovasculaire et de la réhospitalisation par supplémentation martiale. Mais je vais être un petit peu critique et j'aimerais vous le raconter et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un deuxième regard. Première chose, si vous regardez exactement les résultats de l'étude, eh bien, parce que l'étude a été publiée de façon concomitante dans Lancet, donc j'ai pu lire ça cette nuit, et ce qu'on voit de précis, c'est que sur la population étudiée totale, en fait, le résultat est non significatif. L'étude est négative. Simplement, on était en pleine pandémie Covid et donc ils ont fait une analyse de sensibilité en arrêtant le suivi au 30 septembre 2020. On est sur une étude de 70 centres en Grande-Bretagne. Et donc, ils se sont dit, on arrête après le Covid. Et donc, on a eu une analyse de suivi sans Covid-19. Et là, sur cette analyse de sensibilité particulière, le résultat est statistiquement significatif. Et c'est ça qui leur permet de conclure, mais avec une p-value à 0,047. Un peu limite. On est sur une sensibilité, on a une p-value de 0,047. Je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution ces résultats. Je trouve que ça rappelle un petit peu les résultats d'Affirma-Chef. Et donc, en synthèse, je pense qu'on a du mal à avoir une evidence-based medicine solide quant à la réduction d'événements durs, quant à la supplémentation martiale. Cependant, et moi dans ma pratique quotidienne, je le fais, je pense qu'il faut réenfoncer le message de dire que ça améliore un certain nombre de nos patients sur le plan fonctionnel, en termes de qualité de vie, en termes d'endurance. Et donc, il faut suivre les recommandations et le faire. Mais c'est vrai qu'en termes de survie à proprement parler, ça reste un petit peu dur. Et donc, ça nous montre encore une fois que ce Covid-19, il a fait mal à la recherche mondiale et que les investigateurs ont dû s'adapter comme ils le pouvaient. Et on essaye avec des astuces méthodologiques, de s'en amender, mais c'est pas si simple que ça. Pas facile, effectivement. Effectivement, je me rappelle que le P initial, il était à 0,23, je pense, si je l'ai en tête. Oui. Et effectivement, oui. Absolument. Bref, le faire, ça fait du bien. Et a priori, il faut le faire, non? Absolument. Clairement, on a quand même un grand nombre d'études et plusieurs New England qui montrent une amélioration sur le plan fonctionnel, sur le plan des réhospitalisations, et c'est quand même important quand on évite des réhospitalisations à nos patients. Et donc, je te rejoins complètement, je pense qu'il faut renouveler ce message, qu'il faut dépister la carence martiale chez nos patients insuffisants cardiaques, quelle que soit la FEVG, je le rappelle. Ce dépistage doit d'ailleurs, dans les dernières recommandations de Task Force, être répété une fois par an, parce que ce n'est pas parce que notre patient n'a pas de carence martiale au moment du diagnostic qu'il ne peut pas 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir une carence martiale fonctionnelle qui apparaît. Donc, il faut répéter ce dosage. Dans les dernières recommandations de l'ESC, il est d'ailleurs préconisé de le faire à chaque décompensation cardiaque. Très important. Et puis, faire la supplémentation uniquement du fer IV. Je réinsiste parce qu'un registre récent qui avait été présenté à l'ESC, alors pas un gros registre, mais quelque chose d'intéressant, montrait qu'on avait encore 30% des insuffisants cardiaques qui étaient supplémentés par voie péroce. Or, on sait que chez nos insuffisants cardiaques, il y a de l'œdème au niveau de l'intestin, du tube digestif, et donc il y a un défaut d'absorption qui est majeur. La supplémentation martiale de nos insuffisants cardiaques, IV, jamais péroce. Et je te rejoins, cette étude qui pour moi est négative, ne doit surtout pas nous limiter dans le fait de dépister et de traiter la carence martiale. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup, Théo, pour tes explications très complètes et très didactiques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué, d'autres essais aujourd'hui? Oui, une dernière étude. Alors, c'est une étude qui est aussi négative. Je dévoile tout de suite la réponse, mais je trouve qu'elle est riche d'enseignements et on en a beaucoup parlé à Chicago, les gens en discutaient beaucoup. C'est l'étude Transform-HF, Transform Heart Failure. Cette étude, c'est quoi? C'est finalement une étude randomisée chez des insuffisants cardiaques, quelle que soit la FEVG d'ailleurs, où on randomisait l'utilisation soit du furosémide, donc le diurétique de Lens ou l'Azilix qu'on connaît très bien, et un autre diurétique de Lens qui s'appelle le torzémide.
et de voir son efficacité. Alors comme ça, moi, je vais être honnête, je ne connaissais pas le torzémide. Donc je me dis, pourquoi le torzémide? On l'utilise pas beaucoup. On ne l'utilise pas beaucoup. Alors j'ai lu un petit peu. C'est quand même très intéressant. Le torzémide, vous avez à peu près une dizaine d'études précliniques qui montrent que, comparé au furosémide, il y a des actions anti-aldostérone supplémentaires, donc antifibrotiques. Il y a des actions anti-inflammatoires plus importantes, une biostabilité sur le plan pharmacodynamique qui est plus important que le furosémide, et un effet diurétique qui semble prolongé. Intéressant. Au total, à peu près 6 études observationnelles ont comparé torzémide et furosémide et ont évalué son efficacité, notamment sur la mortalité. Et ces études étaient en faveur d'une amélioration sur la mortalité de toute cause et sur la résuscitation pour insuffisance cardiaque du torzémide. Cependant, aucune étude randomisée jusque-là. Donc ça, c'est le rationnel du torzémide. Et donc, on se dit, putain, mais ça a l'air d'être un meilleur diurétique de l'an, ça vaut le coup de tester. Et là, l'étude, extrêmement bien faite, plus de 2000 patients, on est sur 60 centres aux États-Unis, chose d'extrêmement bien fait. L'étude, elle est négative sur un critère principal de mortalité toute cause. Il y a un critère secondaire de mortalité toute cause ou réhospitalisation, quelle qu'en soit la cause. Donc là, un peu plus large. C'est négatif de chez négatif. Il n'y a pas un signal. C'est pas inintéressant parce que ça veut vraiment dire que les études randomisées sont nécessaires pour bien faire les choses pour nos patients. Et je te le raconte parce que ça m'a marqué lors de la session. L'auteur du travail a conclu de façon, ça m'a beaucoup touché, pour être honnête. Il dit, ben voilà, c'est à la fin de la session, ça fait 10 ans que je bosse sur le torzémide. J'ai fait du préclinique, j'ai fait ces études, j'y croyais, mais on est déçu, bien sûr, mais je pense qu'on a répondu à la question. Je pense qu'on a fait notre travail et qu'il n'y a pas d'intérêt au torzémide. Et il a conclu en disant, je pense qu'aujourd'hui, la bonne question n'est pas quel est le diurétique de l'ANS que je dois utiliser, mais plutôt à quelle dose je dois le faire. Et surtout, et j'ai trouvé ça très élégant de sa part, n'oublions pas que ce sont les autres traitements de l'insuffisance cardiaque, bêta-bloquants, IECRA2, sacubitril, valsartan, SGLT2, etc., qui doivent être débutés le plus tôt possible. Et il dit, voilà, ça représente 10 ans de ma vie, mais je pense que cette étude randomisée montre que ça ne marche pas. Et je trouve ça saisissant parce que on peut toujours être pris par quelque chose d'intellectuellement excitant, antifibrotique, anti-ci, anti-ça. Mais quand tu te confrontes à l'étude randomisée où là, on ne blague plus, on ne triche plus, il n'y a pas d'effet. Et je trouve que c'est un enseignement pour nous assez saisissant. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même un essai négatif, ça nous apprend quelque chose. Énormément. C'est très utile. Absolument. Théo, je te remercie. J'espère de t'avoir demain aussi comme invité avec grand plaisir. du CNCH et de notre revue Cardio-H. Et j'espère que tu vas suivre de près tous les essais qui vont suivre demain. Merci beaucoup. Merci à toi.